On met chacun à sa place. On valorise les compétences. Et je vous ai dit que l'oligarchie gouvernante est en panne. Elle n'a pas de vision. Elle n'est pas préparée. Je vous dis qu'ils nous perdent le temps. Pour gouverner, quels que soient les champs de la gouvernance, il faut être préparé. Je crois que Dieudonné Somba a dit l'essentiel. Nous n'avons pas des gens préparés. Nous avons des jouisseurs politiques. Une oligarchie qui n'a pour seul objectif que de contrôler les ressources et de s'enrichir. Des jouisseurs politiques, vous avez dit. Hein? Oui. C'est important à dire. En ce moment où il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que si certains ne sont pas prêts à aborder les débats politiques, les débats économiques pour 2025, il y a quelques personnes, parfois, ils peuvent nous traiter des gris et de tout ce qu'on dit. Nous sommes prêts. Et ils vont voir que 2025 ne sera pas facile. Vous voulez que je place un mot? D'ailleurs, oui. Nous avons une thématique très prochainement. On reviendra là-dessus. Nous avons une thématique prochainement qui va aborder cette vous comprenez cette question, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on a l'impression que les plateaux sont désertés par les officiels de l'administration qui... Ils n'ont rien à dire. Voilà, donc nous allons... ils n'ont rien à dire. Prochainement. Et ils ne peuvent rien dire. Non, ils ont échoué. Ils ont échoué. Écoutez, regardez le petit langage local qui est en train d'enfoncer l'Afrique centrale. Nous reviendrons là-dessus, et particulièrement le Cameroun. Ces gens, ils parlent trop. Ils sont toujours sur les plateaux. Ils bavardent. Vous croyez que tout le monde peut parler sur un plateau? Qu'est-ce qui fait la force de la France? Des pays de l'OCDE, c'est-à-dire États-Unis, Canada, plus Japon et Union européenne. C'est des gens qui bavardent. Ben, des officiels défilent sur des plateaux de télévision, de radio en longueur de temps. Qui apportent des réponses de sortie de crise. Oui. Les médecins appellent ça des thérapies. Et je reviens donc sur ce que vous voilà, sur la thématique de Faubert d'abord. Faubert. Vraiment, rendons grâce à Dieu. Quand je dis grâce, je mets grâce au pluriel. Parce que, enfin, il y a des cas isolés. Vous avez parlé tout à l'heure de Vision 4. Vous avez parlé des télésuites que j'ai très bien suivies. Vous avez parlé, je peux même aller aussi plus loin. Regardez à Freeland. Moi, je connais les problèmes qu'Afriland a eu en Guinée. Donc, vous comprenez que nous, en sciences politiques, de manière rigoureuse, nous avons ce qu'on appelle, pour relancer et soutenir les politiques économiques de l'État, ce qu'on appelle le linkage politique. Linkage politique. Oui, l'expression n'est pas de moi. Elle est de James Rosno. C'est le lien qu'on établit entre les dynamiques politiques fortes menées par les États à l'intérieur, et ces dynamiques ont un impact à l'extérieur. Relation, internaalité, externalité. Et je chute. Mais comment on a conçu le monde? Par des grandes multinationales qui étaient protégées. Écoutez, depuis l'Antiquité gréco-romaine, par les compagnies achartes. Ces compagnies achartes qui ont initié l'esclavage, elles étaient protégées. On a même dit qu'elles ne pratiquaient pas l'esclavage. Ensuite, regardez aujourd'hui, et je termine sur ce point, que je connais très bien, puisque je suis modestement un bon produit, il faut le dire, de l'école de l'analyse politique dynamique. La France, c'est quoi? Vous pouvez toucher à Total? Non, pas. Il y a eu des guerres comme celle du Congo, où on a vu M. Lissouba être débarqué. Parce qu'il a pensé... Non, il a pensé un temps ça peu que, en dehors de Total, on pouvait ouvrir le marché pétrolier congolais. Je suis donc étonné. Je continue à m'étonner. C'est pourquoi je pense que ce qui s'est passé là est une bonne chose. Mais il est temps que ces oligarchies soient remplacées par des gens qui parlent, par des gens qui bavardent, par des gens qui veulent le pouvoir, par des gens qui veulent gouverner. Qu'on cesse de croire que c'est pas le silence. Quand vous avez la bouche fermée, on vous donne un poste de ministre, on vous donne un poste de DG. Mais vous pouvez retoquer à ceux qui se plaignent que vous n'avez rien demandé. Il est temps, à l'horizon 2025, on donne les fonctions de pouvoir et de décision
à ceux qui en veulent. Savez-vous, vous croyez que dans un pays sérieux, on aurait pris un grand homme d'affaires, producteur de richesses, on le met en prison, sachant qu'il y a des ressources, il y a des transactions? Je termine en vous donnant sous le contrôle de mon éminente collègue qui est une spécialiste en management, en économie et gestion. Il y a dans les pays et en économie politique ce qu'on appelle le PIB. Bon, le PIB c'est quoi? C'est les dynamiques des entreprises. Ce sont les richesses qu'elles créent. Mais il y a quelque chose de très important en économie politique qu'on appelle l'indice de développement humain. Ce sont les États. Ça veut dire que vous avez beau avoir un PIB, je ne sais de combien, si vous n'avez pas de bons managers, des hommes politiques qui ont faim, qui veulent le pouvoir, qui veulent gouverner. Mais écoutez, on parle parce qu'on veut gouverner. Vous croyez que Viviane est ici parce que c'est pour leur poser. À un moment donné, nous parlons parce que nous voulons le pouvoir. S'ils ne veulent pas nous le donner, qu'on arrache. Par l'analyse. Non, calmez-vous, professeur. C'est pourquoi je voudrais vous dire... Nous comprenons bien votre il est autant de féliciter ce qui s'est passé et de rappeler que nos oligarchies dominantes doivent se remettre en cause si elles veulent que nous autres nous les laissons tranquilles. D'accord. Il faut rappeler à l'oligarchie gouvernante affaiblie, qui est en panne, que jusqu'en 1648, on parlait de l'État comme l'irréductible régulateur. Or, je vous dis bien depuis les années 50, d'ailleurs même plus loin encore, depuis la révolution industrielle, l'irréductible régulateur aujourd'hui, ce sont les acteurs transnationaux. Un acteur transnational, c'est une firme, ce sont les firmes multinationales. Et pour définir, parce que nous faisons quand même de l'éducation populaire sur les plateaux. Une firme multinationale est une entreprise qui a une nationalité avec un siège dans 2 ou plusieurs pays dans le monde. Vous comprenez donc que c'est ce régulateur qui encadre aujourd'hui le développement humain. D'accord, nous allons ressortir, mais à chacun de vos retours en plateau, au professeur Messanga, vous avez une position différente, ambivalente. Hier, c'était, vous avez été à Genève, ça a été bien, vous applaudissiez l'oligarchie que vous jetez aux orties aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'il faut comprendre que, vous savez, les experts, et puis n'oubliez pas que mon estimé et brillante collègue, j'ai toujours été solidaire à ses analyses. Nous sommes des universitaires, avec les dieux de Neysomba. Vous savez, notre mission, nous ne sommes pas contre l'État. Et vous allez voir quelque chose qui échappe aux Camerounais, parce qu'ils n'ont pas de culture politique. Quand vous accompagnez un système, le diagnostic doit être froid. Parce qu'il y a des gens qui penseraient que vous perdez votre temps en venant sur des plateaux. Nous ne perdons pas le temps. Oui, mais il y en a qui le disent. Pour preuve, ceux qui le pensent voient bien que les choses sont en train de changer et que contrairement à ce que les uns et les autres disent, d'ailleurs vous allez voir dans ce débat, lorsqu'on parle de crise économique, vous savez, j'ai fait beaucoup, je suis spécialisé en droit international économique. Et en relations internationales, je suis spécialisé en relations internationales de développement. Donc, au cœur même de la construction de l'économie, c'est d'abord la décision politique. Voilà une économie. Prenez Bretton Woods, les accords de Bretton Woods de 1944. C'était d'abord une affaire de politique, avant d'être une affaire des statisticiens et des économistes. Le plan Keynes et le plan White, il fallait une décision politique. La décision politique a pris comme monnaie de référence, ce qu'avait proposé White. C'est pour ça d'ailleurs que vous, la semaine qu'on demande la décision des chefs d'État. Des chefs d'État. Écoutez, merci collègues, mais nous savons de quoi nous parlons. Écoutez, nous sommes allés à l'école pour ça. Mais sauf qu'à un moment donné, regardez cette constance qu'on veut m'afficher. Je dis, je soutiens les 5 piliers du renouveau. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le règlement diplomatique. On dit oui, tu es en contradiction. Mais
Mon dernier ouvrage d'ailleurs est intitulé, ça je l'ai présenté ici, je l'ai laissé en veille, je vais le terminer et le présenter. La politique du renouveau trahie. Vous croyez qu'elle a été trahie par qui? Par Kamto? Par les opposants? Par qui? Mais par ceux qui gouvernent. Ceux à qui le président Paul Biya a fait confiance et qui l'ont trahi. On me dit de ne pas le dire. Maintenant, dans l'opposition, on dit, ah ben tiens, il critique, mais il est là. Mais je suis un intellectuel. Ce qui guide mon esprit, c'est la vision. D'accord, pour ça, je mets au défi quiconque de venir me dire qu'après Paul Biya, ou le RDPC demain, nous allons relancer ce pays en mettant de côté la rigueur, la moralisation ou la justice sociale. Je mets ces gens au défi. Il faut tout simplement des hommes pour mettre ces visions en œuvre. D'accord. Il faut dire que cet instrument qu'on appelle l'Afrique centrale est un produit de la colonisation et la programmation telle qu'on dit l'Afrique centrale aujourd'hui de crise était arrêtée. D'abord, depuis l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui était une propriété de la France avec son encadrement économique, en 1959, l'AEF devient l'UDE, l'Union douanière équatoriale. Et puis en 1962, avec l'évolution et la décolonisation, la France s'est réapproprie cette zone avec les accords de Yaoundé. Et ensuite, en 1964, on va avoir l'UDAC, l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, qui était une union douanière et par mimétisme. Parce qu'il y a eu, il faut expliquer techniquement à ceux qui nous écoutent et qui voient l'évolution des positions politiques. Il y a eu à un moment donné, en 1991 à Abuja, les accords d'Abuja, un sommet de l'Union africaine, de l'OUA. Et l'OUA décide de récupérer ses agents de l'Occident en demandant à ces États d'être autonomes. Abuja va donc créer à travers ce traité en 1991 ce qu'on appelle les CER, les communautés économiques régionales. 5 sont opérationnels au plus ou moins. Il y a l'Union du Maghreb arabe, qui regroupe la plupart des pays arabes. Il y a la South Africa Development Community, la SADC, pays d'Afrique australe. Il y a East Africa Community. Il y a la CEDEAO, qui est un instrument ouvert un peu au Nigeria de la politique française, de paternaliste française, et puis appuyé, accompagné par l'UMOA, la fameuse Union monétaire coloniale. Et puis, il y a eu l'ancêtre donc de l'Afrique équatoriale, ou bien disons de l'Union douanière équatoriale qu'on appelle la CEMAC, qui s'est transformée aux accords de N'Djamena. Mais à côté de cette CEMAC, il y a un cousin là-bas qui s'appelle la CAC. Pourquoi, lorsque nous, techniquement, nous parlons de la rationalisation de ces organisations internationales, c'est-à-dire leur regroupement, afin de faire face, comme l'Europe l'a fait, hein, par exemple, aux États-Unis et aux grandes oligarchies qui dominent l'économie mondiale. Il y a la CAC. CAC plus CEMAC, ça fait quand même 11 États. Mais on vient de nous dire qu'il y a un sommet extraordinaire parce qu'il faut revoir ce qui avait déjà été dit en 2016. Prenez les résolutions. Vous tous, si vous avez les meilleurs yeux que moi, les téléspectateurs, allez sur Internet. Vous allez quand même reprendre les résolutions du sommet de 2016. Le même sommet extraordinaire, c'est la même chose. C'est la même chose. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'avancée en termes de concrétisation? Je vais vous dire. Oui. Ce qui se passe, c'est que en 2016, il faut vous dire qu'entre-temps, le président Paul Biya a fait un bon diagnostic. Il dit, nous sommes sur perfusion. Ça veut dire que quand vous êtes sur perfusion, il faut respecter la prescription médicale. Mais de qui? Moi, on m'a appris en droit international économique que le FMI et la Banque mondiale n'interviennent que lorsqu'il y a faillite d'État. Ah oui, ceux qui nous écoutent, il y a des experts qui nous écoutent. Si le FMI, qui était au palais de l'unité, même si ça m'a choqué, bon, écoutez, on n'y peut rien. Hein. Le président Paul Biya lui-même, déjà en 1986, nous disait que le Cameroun n'ira pas au Fonds monétaire international parce qu'il allait vers la France, mais quand il s'est retrouvé devant Edmund Kohl, il lui a dit, il faut y aller. L'ancien chancelier allemand. Et vous voyez la symbolique. Et ce qui m'a frappé,
le président Paul Biya, en 2016, il dit il y a des pesanteurs. Et c'est vrai. Parce que pour analyser les crises, je réponds maintenant à votre question après cette observation, il faut s'appuyer sur deux pesanteurs. La pesanteur structurelle et la pesanteur conjoncturelle. Est-ce qu'au regard de ce que le président Paul Biya lui-même a dit, si nous continuons, nous sommes dans le trou. Il voulait parler de quoi? Il est fin. Mais non, on doit le dire sur le plateau. De la déstructuration de l'État en Afrique centrale. Regardez, c'était des régimes militaires, Gabon militaire, Tchad militaire, à Centrafrique, après les militaires, Congo militaire. Et vous allez même voir que ce qui m'a marqué en tant que politologue, parce que je regardais ça dans ma douleur avec beaucoup d'attention, j'ai dit, hey, voilà des régimes dictatoriaux, des régimes militaires qui violent les dynamiques structurelles de l'État, le libéralisme en partie, le socialisme, les dynamiques pour mettre en place des politiques de discipline. Quand vous faites un coup d'État, vous n'êtes pas discipliné. Il ne fait pas en parler. Nous, on peut en parler dans les plateaux parce que nous sommes des experts et nous faisons une prospection. Cette affaire que vous avez vue là, hormis M. Touadéra et le président Paul Biya, c'était des militaires qui s'asseyaient pour dire que bon voilà, on a des problèmes. Ça peut favoriser le recul de la sous-région. Recul! Lorsque les droits sont limités, lorsque vous n'avez pas ce qu'on appelle une lisibilité, et de deux, dans la dynamique structurelle. Lorsque vous lisez un peu les textes fondateurs de la CEMAC, vous savez, je ne voudrais pas être un mégalomane, mais j'ai laissé à l'IRIC, d'abord un département que j'ai créé, hein. M. Famara Ndongo, le ministre d'État, est témoin de ce que je dis. À un moment donné, on m'appelle, on me dit, vous allez être nommé chef de département de diplomatie. J'ai la chance d'avoir une audience du ministre Famara Ndongo. Je lui dis non, je n'ai pas besoin d'être chef de département de diplomatie. En tant que spécialiste en relations internationales, monsieur le ministre, proposait à la tête haute hiérarchie la création d'un département de l'intégration. On a donc commencé à préparer les gens. J'ai laissé un héritage dans un document intitulé « Réflexion sur la diplomatie communautaire en tant que phénomène de gouvernance intégrative ». Ça veut dire que lorsque vous allez voir dans la CEMAC, tous violent les textes qui se sont octroyés eux-mêmes. La notion de diplomatie communautaire, c'est que lorsque nous arrêtons des résolutions, prenez 2016, on a dit bonne gouvernance, on a dit on va mettre en place des infrastructures, on a dit entre les États de la CEMAC. Donc ils ont fait les diagnostics, je suis bien heureux et ça me faisait un peu rire. Ils disent oui, on peut s'enfoncer, oui, on doit changer quoi? Mais il faut changer les politiques de gouvernance. Il faut mettre en place ce que vous-même vous avez dit, ce que j'appelle dans mes travaux, la mise en œuvre des politiques de gouvernance intégrative. Quelle est la route qui conduit le Cameroun à N'Djamena? Route économique, route de l'intégration. On fait 11 heures ou 15 heures entre Ngaoundéré et Garoua, sur moins de 250 km. Mais faites le bilan. Où est la route qui peut nous amener entre le port de Douala, ou Yaoundé Douala, et la Guinée équatoriale? La différence entre nous, les politistes, et les économistes, ils sont dans les chiffres, ils sont dans les... Mais nous sommes froids. Nous disons, voilà ce qui pose problème. Il n'y a pas d'infrastructure. Les gens ne communiquent pas entre eux, entre Bangui et Yaoundé. Dimension structurelle, l'insécurité, les produits frélatés. Vous vous rendez compte? Les gens sont malades. Imaginez-vous, si vous avez un État qui met en place, par exemple, des infrastructures. Vous savez, nous, on nous a appris en économie politique que lorsqu'il y a l'infrastructure, ce sont les populations qui font le reste. Ça veut dire que si vous avez de bonnes routes, le benséquineur, et puis vous mettez en place un système de sécurité, le bensécuteur peut travailler 24 heures sur 24 et produire de la richesse. Dans un pays où il y a des agressions tous les jours, les gens vous font des analyses 2%, 3%, encore que nous. Et quand j'écoute les économistes, mais je pense quand même que l'analyse rationnelle de relations internationales de développement en vaut même encore la peine. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'on se retrouve, le taux de croissance, d'ailleurs, techniquement, Joe Stiglitz, qui a été prix Nobel de la paix, a dit ceci. Le taux de croissance, merci d'économie, il a dit ici dans son ouvrage La Grande Illusion, mais le taux de croissance ne veut rien dire. Quand un pays comme la France
vous dit qu'ils ont un taux de croissance de 1%, n'oubliez pas qu'ils ont des hôpitaux, ils ont des autoroutes, ils ont des universités, ils ont des laboratoires, ils ont des chercheurs équilibrés, pas des gens comme on brime les intellectuels ici au Cameroun tout le temps. Ils ont une administration qui ne se mêle pas des problèmes administratifs. On met chacun à sa place. On valorise les compétences. Et je vous ai dit que l'oligarchie gouvernante est en panne. Elle n'a pas de vision. Elle n'est pas préparée. Je vous dis qu'ils nous perdent le temps. Alors cette crise qui s'annonce est-elle du fait des hommes? La dimension structurelle. Écoutez, je voudrais qu'on reste scientifique. Parce que les décideurs, dans la semaine, nous écoutent ce matin. Le problème est d'abord structurel. Il faut restructurer ces mauvais états où on gouverne mal. Dans le problème,